Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo qui est la suite de notre cours sur le monde des cités grecques. Après avoir vu dans l'introduction ce qu'était donc le monde des cités grecques, la civilisation grecque, après avoir aussi défini ce qu'était un mythe, nous allons donc commencer par une première partie sur l'unité des cités grecques, comme vous pouvez le voir par le titre, une unité qui est mise en question. Avec tout d'abord, petit a, l'organisation des cités grecques. Il faut savoir que les cités grecques sont euh, toutes organisées de la même manière, d'un point de vue de leur architecture, d'un point de vue de l'organisation, des lieux et des fonctions que l'on trouve. On peut voir sur ce modèle qui représente le modèle de la cité d'Athènes les différentes caractéristiques des cités grecques. Tout d'abord, donc le numéro 1 qui correspond à la campagne environnante, une campagne qui permet notamment de cultiver du blé, des raisins et des oliviers. Il faut savoir que le blé, l'huile d'olive ou les oliviers, ainsi que le raisin et donc les vignobles, sont les trois grandes productions du monde méditerranéen et donc du monde grec. Le blé va permettre notamment de fabriquer du pain et d'autres produits agricoles, tandis que l'huile d'olive et le vin sont courants dans l'alimentation des Grecs. Le 2 correspond donc à un village. En dehors de la ville fortifiée, on trouve différents villages qui bordent donc cette ville et ses campagnes. Le numéro 3 correspond aux remparts, donc les villes grecques se trouvent à l'intérieur de remparts fortifiés qui ont pour but d'assurer leur défense et d'éviter une invasion. Le numéro 4 est un élément très important des cités grecques, c'est l'agora, que vous voyez ici marqué, agora. L'agora, c'est la grande place publique qui se trouve au centre des villes grecques. C'est la place publique où on va trouver des bâtiments qui ont des fonctions religieuses, commerciales, politiques. Elles ont donc un rôle essentiel dans le quotidien des Grecs qui se retrouvent très souvent sur l'agora pour diverses raisons. Le numéro 5 correspond donc à l'acropole. L'acropole dans les cités grecques, c'est la colline la plus haute d'une cité grecque sur laquelle on va construire notamment des temples. Donc ça a une fonction religieuse. Cela peut aussi avoir une fonction de défense, de sécurité. Si la ville est attaquée et que les remparts cèdent, que les ennemis arrivent à passer ces remparts, les populations vont se réfugier en hauteur sur l'acropole, car l'acropole est elle aussi dotée de fortifications. Mais souvent, l'acropole sert surtout à la fonction religieuse. On va y trouver les temples euh, de diverses divinités, notamment de la divinité protectrice de la ville. À Athènes, par exemple, on va trouver un temple pour Athéna. Le numéro 6 correspond à ce que l'on appelle les longs murs. C'est une sorte de route protégée, elle aussi dotée de remparts de défense, qui mène en fait à la ville et au port, qui fait la jonction entre les deux, la ville et le port. Et donc le numéro 7, c'est le port. En effet, de nombreuses villes et cités grecques sont construites au bord de mer, dans une position donc littorale. Ça a un avantage très important, notamment pour le commerce vers l'extérieur. Ça permet à ces cités grecques de s'enrichir. Aussi d'un point de vue des conquêtes, ça permet aux populations de mener euh, des expéditions pour aller créer des nouvelles villes, donc créer des colonies, des nouvelles villes. Et ça a aussi un rôle d'un point de vue militaire, puisque de nombreuses cités grecques se sont dotées de de puissantes flottes navales. Donc ils vont avoir des bateaux et de nombreuses batailles navales auront lieu dans l'Antiquité. Donc après avoir vu comment s'organisaient les cités grecques et les éléments que l'on trouvait le plus, il convient de voir dans un petit b que la culture grecque est aussi un facteur d'unité. Par culture grecque, on entend tout ce qui peut en fait faire partie des arts, des traditions des populations grecques, tout ce qui va les lier en fait. Ça va être un trait commun. Donc ça passe notamment par l'alphabet.
le fait d'avoir une écriture commune entre diverses cités, c'est un facteur d'unité. D'avoir une langue aussi commune, la langue grecque, c'est un facteur qui va unir toutes les cités grecques malgré leurs différences politiques. Et pour cela, il y a un poète qui est très important, qui s'appelle Homère, un poète dont vous avez déjà entendu parler en cours de français. Donc Homère, il se situe vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, et il a composé l'Iliade et l'Odyssée. Donc l'Iliade, qui est un long poème qui raconte la guerre de Troie, et l'Odyssée, qui est plus focalisé sur un personnage, à savoir Ulysse, un héros qui fuit la ville de Troie lorsqu'elle est attaquée, et qui met plus de 10 ans à rentrer chez lui à Ithaque, pour retrouver sa femme Pénélope. Donc c'est un long parcours de 10 ans, semé d'embûches, avec différentes créatures mythologiques, mythiques, comme les sirènes, les cyclopes. Et donc voilà, ces poèmes font partie de la culture grecque, sont appris à l'école, sont enseignés, permettent notamment d'apprendre justement l'alphabet grec et la langue grecque. On se base sur ces matériaux-là, sur ces supports-là, et ça en fait donc un critère d'unité. Donc ici, je vous ai mis un buste d'Homère qui se trouve actuellement au musée du Louvre, qui est censé représenter donc le visage d'Homère, même si on n'est pas vraiment sûr qu'il ait vraiment eu cette apparence. Donc la culture grecque se base beaucoup sur les mythes. Comme on l'a vu à l'introduction, les mythes, ce sont des récits inventés qui mettent en scène des héros qui doivent souvent faire face à des obstacles, parfois à la colère des dieux. On peut citer donc Ulysse ou aussi le héros Hercule dont vous avez sûrement entendu parler. Hercule qui est un demi-dieu et qui doit effectuer 12 travaux afin de gagner l'Olympe. Donc l'Olympe c'est le mont où les dieux grecs vivent, en haut duquel les dieux grecs vivent. Car je vous rappelle que les Grecs sont polythéistes, ils croient en plusieurs divinités, plusieurs dieux. Et donc la culture grecque passe par ces textes mythiques, mythifiés. La culture grecque, elle passe aussi par différentes célébrations. En cela, on peut parler des Jeux Olympiques. Donc vous connaissez tous les Jeux Olympiques qui ont, qui ont lieu tous les 4 ans. Eh bien à l'époque, c'était déjà le cas. Les Jeux Olympiques antiques ont lieu tous les 4 ans. La première édition des Jeux Olympiques a eu lieu au 8e siècle avant Jésus-Christ, en moins 776. Et donc, c'est une fête qui est liée à Zeus, qui rend hommage à Zeus, le roi des dieux, celui qui est le dieu le plus important. Et donc, il y a toute une série d'épreuves sportives, mais aussi de célébrations religieuses, de sacrifices envers les dieux, durant plusieurs jours. Sur cette reconstitution du sanctuaire, on peut donc voir qu'il y a un temple lié à Zeus, c'est le numéro 1, un temple lié à d'autres divinités comme Héra qui est ici, c'est le temple numéro 2, un autel pour Zeus, donc ici autel c'est l'autel Autel, c'est-à-dire la table sacrée sur laquelle on officie, sur laquelle on fait les sacrifices pour le dieu, donc, sur lequel on rend hommage au dieu. Ce n'est pas l'autel, le lieu où on dort, je préfère le préciser. Donc le numéro 3, donc un autel pour les sacrifices, encore une fois envers Zeus, et tous les autres numéros correspondent à des bâtiments en fait qui ont des fonctions sportives. Le numéro 4, c'est le gymnase. Dans ce gymnase s'y déroulent plusieurs épreuves, comme les épreuves de javelot, lancer de disque, ou des épreuves de course à pied. C'est aussi le lieu où s'entraînent les athlètes. Il y a ensuite le palestre, c'est le petit bâtiment ici avec la cour intérieure, le numéro 5, où les épreuves de lutte et de saut en longueur ont lieu. Vous avez ensuite le stade ici, pour diverses courses.
Et enfin l'hippodrome, le numéro 7, où ont lieu les courses de chars et les courses de chevaux. Donc on peut voir qu'il y a une présence, euh, il y a un lien très fort entre l'aspect religieux, les croyances, et les fêtes liées à ces croyances et le sport, puisque tous les 4 ans euh, ont lieu donc ces Jeux olympiques. Il faut savoir que ce sont des jeux qu'on appelle des jeux panhelléniques. Panhellénique, ça veut dire commun à tous les Grecs. Et en fait, tous les 4 ans, lorsque les Jeux olympiques ont lieu, une grande trêve est organisée parmi tout le monde, l'ensemble du monde grec, toutes les cités grecques, pour qu'on arrête de se faire la guerre le temps que ces Jeux puissent avoir lieu. Et donc tous les représentants de toutes les cités grecques se rendent à Olympie. Les athlètes de toutes les cités s'y rendent aussi. Et pendant quelques jours, il y a donc une trêve. On arrête tout conflit entre cités pour justement rendre hommage à Zeus et participer aux épreuves. Donc le sport et les différentes fêtes religieuses et sportives sont aussi un facteur d'unité pour les Grecs. Enfin, maintenant, nous allons aborder une dernière sous-partie, des cités indépendantes mais parfois rivales. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs parcourent la mer Méditerranée et commencent à fonder de nombreuses cités qu'on appelle donc des colonies. Et ces colonies en fait vont souvent reprendre le modèle euh, architectural et le modèle d'organisation des cités grecques originelles, comme les grandes cités grecques comme Sparte ou Athènes. Ici, je vous ai mis une reconstitution euh, de la colonie de Massalia, donc actuellement la ville de Marseille. Cette colonie a été fondée en moins 600 par les Phocéens. Donc les Phocéens, c'est un peuple grec. Donc moins 600, on est au tout début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc on peut voir plusieurs éléments communs au modèle des cités grecques vues précédemment. On peut voir qu'il y a un port, ici, que ce port est relié à la ville par une route. On peut y trouver aussi des remparts, donc la ville de Massalia, la colonie de Massalia, pardon, est fortifiée. On y trouve l'agora, la grande place publique où se trouvent des bâtiments commerciaux, des bâtiments politiques et religieux. On y trouve une acropole avec des temples. Ici, les temples sont dédiés à Apollon, qui est notamment le dieu des arts et de la musique dans la mythologie grecque, et d'Artémis. On trouve aussi un théâtre, un amphithéâtre juste ici. On peut donc voir que la colonie de Massalia reprend quasiment à l'identique le modèle des villes grecques, d'un point de vue de l'aménagement. Je vous ai ensuite mis en dessous un texte que l'on doit à l'historien romain Strabon. Donc, si vous faites bien attention, l'historien romain Strabon, il n'est pas contemporain, c'est-à-dire contemporain, il n'a pas existé lorsque la ville de Massalia a été fondée, puisqu'il est né vers moins 58 avant Jésus-Christ, et il est mort en 21 après Jésus-Christ, c'est-à-dire que il est né au 1er siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère, et il est mort en 21 après Jésus-Christ, donc au tout début du 1er siècle de notre ère. Il est entre à un tournant en fait. Et donc il écrit ce texte qui décrit la colonie de Marseille 500 ans après sa fondation. Je le lis avec vous. Marseille est une fondation des Phocéens, comme nous l'avons dit, en moins 600. Elle est située sur un terrain rocheux qui permet notamment d'avoir une partie haute de la ville, où se trouve l'acropole. Son port se trouve au pied d'une falaise, donc en effet la falaise et le port qui se trouve en contrebas, qui permet de commercer et d'envoyer des navires. On y trouve aussi un amphithéâtre. Elle est solidement fortifiée, donc encore une fois les remparts qui permettent de protéger la ville de possibles attaques. Sur l'acropole sont fondés l'Éphésion et le sanctuaire d'Apollon, donc le sanctuaire d'Apollon, le temple dédié à Apollon, et l'Éphésion, le temple dédié à Artémis. Sur l'acropole, encore une fois, donc l'acropole qui est la colline haute de la ville, qui a une fonction avant tout religieuse, mais qui peut aussi avoir une fonction sécuritaire, défensive, si la ville est attaquée.
les habitants, les Massaliotes, comme on les appelle, peuvent alors se réfugier dans la ville. Et donc la fin, lorsque les Phocéens partaient de leur patrie, donc la ville de Phocée, qui se trouve en Turquie actuelle, un oracle c'est une personne qui fait des prédictions, leur tomba du ciel qui disait de prendre pour chef de leur navigation un guide reçu d'Artémis Éphèse. Donc en gros, de suivre une direction précise qui les a menés à l'emplacement où ils ont fondé Massalia. Et donc toutes ces cités qui sont fondées, ces colonies, elles n'ont pas à obéir à la ville d'origine. Ce n'est pas parce que Massalia a été fondée par des Phocéens qu'elle est sous domination de la ville de Phocée. En fait, c'est une ville indépendante. C'est ça qui est important à retenir, c'est que toutes les cités qui sont créées sont indépendantes. Elles vont choisir leur loi, elles vont choisir leur modèle politique, et elles vont aussi choisir, par exemple, leur monnaie. Et souvent, les monnaies représentent en fait, ont des symboles qui sont liés à la ville. Je vous ai ici mis une pièce qui est liée à Athènes. C'est une pièce athénienne. Le hibou, enfin la chouette, pardon, qui est au milieu de cette pièce, en fait, est un symbole qui représente Athéna. Athéna qui est la divinité, la déesse protectrice de la ville d'Athènes, à qui les Athéniens rendent diverses cultes et diverses fêtes. Nous le verrons quand nous parlerons dans une deuxième grande partie d'Athènes. Il y a la mention AOE, donc en grec AOE, c'est une contraction d'un mot qui veut dire venant d'Athènes, donc ça prouve que cette pièce est bien de la cité d'Athènes. Et on peut aussi remarquer en haut à gauche des rameaux d'olivier et des oliviers, les oliviers qui représentent la sagesse dans les croyances grecques et qui sont aussi un symbole lié à Athéna. Donc en fait, chaque cité va prendre ces symboles et va les mettre sur ces pièces, et ces pièces en fait sont aussi un moyen de se différencier des autres cités. Donc là déjà, on commence à pouvoir voir une limite par rapport à l'unité. Certes, les cités grecques ont quasiment le même modèle architectural et urbain. On a les mêmes bâtiments, les mêmes emplacements, les mêmes fonctions. Pour autant, après, à l'intérieur de ces cités, chaque cité choisit son modèle politique, choisit ses lois, choisit sa monnaie, représente sur sa monnaie des symboles qui lui sont propres, qui ne sont pas communs aux autres villes. Et donc là, déjà, on a une première fracture dans l'unité des cités grecques. On voit que chaque cité est indépendante et se distingue des autres. Et cette distinction, en fait, va amener des rivalités. Car les cités grecques vont s'enrichir, certaines vont devenir très puissantes, et ça va donc mener à des rivalités. Je vous ai cité une guerre qui est importante de retenir, c'est la guerre du Péloponnèse. Donc en fait, le Péloponnèse, c'est une région de Grèce que l'on trouve au sud de la Grèce, ici, avec la ville la plus importante du Péloponnèse qui est Sparte, et donc qui va s'affronter avec Athènes, qui est ici. Donc il faut savoir que avant que la guerre ne commence en moins 431, donc moins 431, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà des tensions entre Sparte et Athènes, et en fait, pendant plusieurs années, plusieurs décennies même, ces deux villes ont essayé de mener des alliances, de trouver des amis en fait dans d'autres villes et d'autres régions de Grèce. Cela a mené à un conflit donc qui a opposé la Ligue de Délos. Donc la Ligue de Délos, ce sont tous les amis et les cités amis et alliés d'Athènes qui sont représentés en rouge sur la carte, donc toutes les îles et toutes les cités qui vont se trouver ici, à la Ligue du Péloponnèse, donc la Ligue du Péloponnèse qui est dirigée par Sparte et qui est représentée en vert sur la carte, donc l'Attique, le Péloponnèse, une partie de la Macédoine, tout ce qui est en vert. Déjà, ce qu'on remarque sur cette carte, ce qui est important de noter, c'est qu'on peut voir que Athènes est beaucoup plus tournée vers les mers et vers la mer Égée que Sparte. Il faut savoir que Sparte est une des rares villes très puissantes de Grèce qui se trouve à l'intérieur des terres, qui ne suit donc pas le modèle euh, grec avec un port. Vous voyez, Sparte est vraiment à l'intérieur des terres, dans l'arrière-pays, et non pas au bord de l'eau, au bord de la mer. Et donc, si on regarde bien, la plupart des alliés qu'a essayé de se trouver Sparte se trouvent plutôt à l'intérieur des terres. En Macédoine ici,
dans l'Attique, dans tout le Péloponnèse. A contrario, donc à la différence, Athènes, qui est une puissante cité maritime, a déjà contracté des alliances avec différentes villes et différentes cités en mer Égée, sur de nombreuses îles, on peut le voir. Et surtout, c'est globalement dans une position littorale, plutôt sur les côtes que l'on va trouver des alliés de Sparte, moins à l'intérieur des terres, même si on peut citer l'exemple de la Thessalie ici. Et donc ça montre un peu les forces et les faiblesses de chaque cité dans cette guerre. Sparte va être une cité très forte pour le combat terrestre, donc les combats sur la terre ferme, tandis qu'Athènes va être très douée pour les différentes batailles maritimes, batailles navales. On peut voir que les cités athéniennes se déplacent surtout à travers les mers, ce sont les flèches noires sur la carte, tandis que les cités comme Sparte, ses alliés, passent plutôt par l'intérieur des terres, beaucoup moins par la puissance maritime. Et donc cette guerre va s'achever en moins 405, moins 404, par une victoire de Sparte. Donc toute cette idée, c'était pour vous montrer que les cités sont de plus en plus indépendantes, puissantes, et que forcément cela amène des rivalités, notamment autour de la mer Égée. J'espère que toute cette vidéo a été claire, que vous avez compris ce que l'on entendait par l'unité du monde grec, qui est en fait une unité à relativiser, à nuancer. Certes, on va retrouver des modèles communs d'un point de vue de l'architecture, d'un point de vue de la culture, comme on l'a vu, avec la culture écrite, les héros, les mythes, mais aussi les fêtes. Pour autant, il y a de plus en plus de différences avec des cités indépendantes qui ont leur propre tradition, leur propre monnaie, et qui vont tout simplement entrer en conflit. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Il y aura une troisième vidéo qui va suivre et qui parlera d'Athènes et de son modèle démocratique, un des premiers modèles de la démocratie.